Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui vous embarque dans l'aventure de la prise de décision. Et oui, parce que la prise de décision, on y est confronté tous les jours. Et je sais pas vous, mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment on prend une bonne décision, comment on prend une mauvaise décision, et existe-t-il même une bonne ou mauvaise décision ? Et donc, je suis parti à la rencontre d'entrepreneurs, artisans, artistes, pour comprendre comment eux prennent tous les jours leurs décisions. On parle d'expérience, d'inspiration, de méthodologie. Et aujourd'hui, je vous embarque dans une toute nouvelle interview avec mon invité pour comprendre comment, au travers de son expérience, il prend ses décisions. Ah, et on se retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Allez, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute. Non, tu vas me guider. Je vais te guider. Je vais te poser des questions, tu vois. C'est bon pour toi ? C'est parfait. Eh ben écoute, c'est parti. Magali, merci de m'accueillir dans tes locaux. C'est très gentil d'être... Ça me fait un peu bizarre de revenir à l'école. Je vais dire ça, mais... Ça fait toujours bizarre, mais on y prend beaucoup de plaisir. Ouais. Et du coup, ça va être beaucoup notre sujet du jour, je pense, de parler d'école et de prise de décision dans une école. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, je vais proposer, comme à tous mes invités, de te présenter. Qui es-tu, Magali ? Alors, je suis Magali Robin et je suis directrice de l'école ISCOM à Rennes depuis septembre 2022. Alors évidemment, le projet, avant d'ouvrir les portes de cette école, il a fallu 1 an et demi auparavant, donc ça faisait quelques années déjà que j'étais au sein du groupe et du service. Donc le groupe et du service, c'est plusieurs écoles, dont l'école ISCOM, voilà. Donc après avoir été quelques années sur d'autres écoles, sur la même fonction de direction, eh bien, on m'a confié ce beau projet et aujourd'hui, il a pris vie et il demande encore à grandir tel que nous, on le fait au quotidien. Et je pense qu'en effet, ça va être le sujet de nos échanges. Et avant d'être dans ce milieu de l'enseignement supérieur privé, j'ai évolué pendant une vingtaine d'années dans le tourisme. Et j'ai été responsable d'exploitation d'une résidence hôtelière pendant une dizaine d'années. Et après avoir eu quelques expériences, office de tourisme, agence de voyage, voilà. Et c'est lorsqu'on m'a sollicité pour devenir intervenante auprès d'étudiants en BTS tourisme, donc le lien entre le milieu professionnel et la formation s'est fait là. Et puis, il a fallu prendre une décision un jour. Ça a été une grande décision. Un matin, on se réveille et on est 50-50, voire peut-être déjà un peu trop sur d'un côté, plus que l'autre. Et j'avais fait le tour de ces 10 années passées en tant que responsable d'exploit sur une résidence. Et je me suis dit, go. Et allons vers la formation, allons vers l'enseignement supérieur. La transmission, c'était quelque chose qui m'animait depuis toujours. Et cette décision, elle a été accompagnée aussi de contraintes et d'autres choix, puisqu'il a fallu moi aussi que je retourne sur les bancs de l'école pour pouvoir mener à bien ce choix et cette nouvelle vie professionnelle. Oui, parce que c'est justement un des sujets que je voulais aborder avec toi, c'est justement cette bascule, parce que comme tu le disais, tu étais pendant tout un temps dans le tourisme, tu avais effectivement plusieurs expériences d'après ce que j'ai vu sur un LinkedIn, et tu as vraiment eu ce pivot qui n'est pas un pivot, je vais dire, qui peut d'un premier abord ne pas sembler logique, même si on n'est pas toujours très logique dans ces cas-là, mais où tu passes vraiment du tourisme à de la communication, alors que quand on te connaît, on se connaît un petit peu, et je connais un peu tes expériences en précédentes, c'est vrai que tu as quand même eu de plus en plus un dégradé vers justement ce côté enseignement, école, et c'est quelque chose que tu as toujours eu ou
Alors, ça date de mon BTS tourisme Ok. à moi, où on a toujours le souvenir d'un ou de deux ou trois intervenantes qui nous marquent. Et en l'occurrence, moi, je l'ai encore en tête et on échange encore régulièrement parce que c'est elle aussi qui m'a accompagnée sur ses premiers pas. Et déjà, quand j'étais en BTS tourisme, hein, donc j'avais que 18 ans et ce métier, en fait, m'attirait, le partage avec les étudiants, la relation avec les professionnels aussi qui encadraient notre formation et le pourquoi pas, voilà. Et ça reste dans un petit coin de la tête. Et puis un jour, on a cette opportunité qui se présente à nous. Moi, en l'occurrence, j'ai accueilli une alternante sur mon site. Et lors de son suivi entreprise, sa personne, enfin en tout cas la personne référente, me soumet ses besoins en tant que responsable pédagogique et recherche d'intervenantes. Et sur une matière qui était liée à la vente de voyages. Donc j'avais eu cette expérience en agence de voyage. Ça date, hein, maintenant ça fait une vingtaine d'années, hein, ce premier cours. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, c'est peut-être le moment d'essayer. C'était une quinzaine d'heures, donc on ne prend pas trop de risques. Et puis, finalement, ça nous plaît beaucoup. Et donc, on nous sollicite pour un petit peu plus. Et puis, chaque année, s'ajoutent quelques heures complémentaires. Et puis, on se dit, on pourrait faire des beaux projets avec ces jeunes. Et donc, voilà, petit à petit, le volume s'agrandit et l'investissement et l'implication grandissent aussi. Et puis, on bascule et on prend un virage, quoi. Mais ça a vraiment été un lien. Et pour moi, en effet, ça peut paraître un peu curieux comme parcours, mais ça s'est fait tout naturellement. Oui. C'est souvent ça aussi, quand on le regarde sur le papier et quand on le regarde, quand j'en discute avec moi, mes différents intervenants sur le podcast, c'est vrai que ça nous semble toujours un peu étrange ces bascules, mais en fait, quand on en parle, c'est relativement logique. Et ça m'amène à cette question, parce qu'il y a le côté enseignement que moi je connais bien, parce que mes parents étant profs, je connais bien, mais il y a le côté de bascule, enseignement, direction. Comment ça t'est venu, toi, cette, je vais pas dire vocation, mais ce basculement? Parce qu'aujourd'hui, tu ne donnes quasiment plus de cours. Quasiment plus. Je suis sur l'accompagnement de projets, mais ça demande moins de préparation, puisque donner un bon cours, ça demande quelques heures de préparation. Donc après, on peut pas tout bien faire. Donc je suis plutôt dans l'encadrement et pilotage de projets et recherche de partenariats pour notre école. Et pour nos étudiants aussi, pour qu'ils aient des bons sujets professionnels à traiter. Mais ce pas, en fait, vers la formation et justement donner un cours, c'était vraiment la transmission qui faisait sens. Mais donc, par l'expérience, on arrive avec notre pratique et donc on va appliquer de la théorie à de la pratique. Donc on reste un professionnel ou une professionnelle avant tout. Et c'est ce qu'on recherche aussi, nous, au sein de notre école ISCOM. C'est un bon combo entre des profils universitaires, profs, enseignants, qui vont élever nos jeunes sur notamment la capacité à réfléchir, à prendre de la hauteur sur des sujets, parfois pour dériver totalement, mais mieux converger en se rattachant au terrain et aux contraintes terrain. Et ces pros qui vont... vraiment leur partager leur expérience et remettre beaucoup de réalité sur leurs propositions. Maintenant, pour revenir à la direction, je pense que c'est dans mon ADN. Okay. Je pense qu'on a un leadership naturel et sur mes expériences antérieures, j'ai toujours très vite évolué sur des fonctions de responsable ou de direction. En l'occurrence, quand j'étais responsable de site, j'étais quand même seule aux manettes, même si j'avais un groupe au-dessus de moi, mais beaucoup d'autonomie. Et je pense que c'est ce qui me fait vibrer. Et ce qui me fait vibrer, c'est surtout accompagner des équipes au quotidien, fédérer une équipe autour de son projet, que ça devienne le projet de l'équipe, et accompagner tout le monde sur une montée en compétences et surtout un gain en autonomie. Et il n'y a pas plus grand plaisir, en fait, de se dire un jour, ils n'ont plus besoin de moi
pour faire tourner la boutique. Voilà. Et j'étais arrivée à ce stade-là, notamment après mes 10 années passées sur ce site. Et c'est pour ça qu'il était temps pour moi, ou c'était le bon moment pour moi de changer et d'aller vers autre chose. Et ça m'amène à un sujet qui est, je veux dire, un peu hors sujet de notre podcast, mais qui est quand même très intéressant. C'est, tu vois, quand tu me dis, c'est l'accompagnement des équipes à les rendre autonomes qui me fait vibrer. Depuis quand tu sais que c'est ça dans ta vie professionnelle qui te fait avancer? Parce que ça, c'est un peu ce qu'on parle, alors je vais peut-être faire un gros trait, mais c'est un peu le why on pourrait parler ça de ton why, quand on en parle pour les entreprises, mais comment tu l'as découvert? Je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse, mais en tout cas, moi, là où je peux me féliciter le mieux, parce que ça fait du bien de temps en temps de se féliciter, c'est pas par ma réussite, en tout cas, pas par la réussite d'un projet ou sa concrétisation, c'est toujours quand je peux féliciter un membre de mon équipe parce qu'il a réussi ou parce qu'elle a réussi à faire une chose ou quelques années auparavant ou quelques mois auparavant, ça n'aurait pas été possible de réaliser ça seul ou sans être accompagné, mais par moi. Et quand je vois que ce projet il prend vie sans avoir même sans être intervenu une seule fois, je trouve ça chouette. Et en fait, c'est ce que je retrouve aussi au travers des étudiants, c'est quand on les voit face à des professionnels en soutenance et que là vous avez le poil qui se hérisse parce qu'ils font du super taf et qu'on est fiers en fait de leur réussite et qu'on voit des paillettes dans les yeux de nos jeunes parce qu'ils sont félicités par des professionnels et qu'on leur fait comprendre que c'est eux qui ont fait le job et que nous on a juste été là pour les pousser à réussir et leur donner confiance en eux. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est se réaliser. En fait, moi je me suis rendu compte à un moment donné que je me réalisais davantage au travers de la réussite des membres de mon équipe ou de mes étudiants. Ok. Et ça m'amène une question que je ne t'ai pas posée tout au début parce qu'on est vite parti sur ton parcours, mais comment tu te définis dans ta vie professionnelle? Alors, déterminée, parfois peut-être trop spontanée, parce que je vais avoir tendance à sauter sur de belles opportunités, alors pas n'importe lesquelles, mais dès que je vois une opportunité, mais j'ai pas regardé mon agenda suffisamment et donc après on est obligé de faire quelques pas en arrière parce que l'agenda on va pas avoir autant de temps en fait de disponible, en tout cas pas autant qu'on le souhaiterait, mais ça va être peut-être mon défaut. Voilà, le défaut, ce serait cette spontanéité, mais vraiment déterminée, une capacité à convaincre, et ça m'aide beaucoup, puisque, en effet, j'occupe une fonction de direction, mais je dois soumettre aussi mes décisions, mes choix ou mes souhaits à une tête, évidemment, qui aujourd'hui est une direction de groupe au niveau local et qui remonte aussi au niveau national. Donc, c'est important aussi d'évoquer toutes ces strates. Mais cette capacité à convaincre en apportant toujours la preuve, on m'a toujours appris, et je pense que ça, c'est une belle valeur que en tout cas, je peux faire valoir de la part de mes grands-parents, de mes parents, c'est toujours de faire preuve, de donner la preuve que l'on peut faire ou avoir la récompense de son travail. Et donc, je ferai toujours en sorte, je m'investirai toujours à fond quand je veux mettre en place un projet, quand je veux qu'on suive ma décision. Je ne laisserai pas trop le choix, en fait, à la personne qui est en face de moi. Elle sera quasiment obligée de me dire oui, mais parce que j'aurai suffisamment de preuves pour l'amener à ce oui. Donc là, c'est ma vraie détermination. Okay. Et je peux être aussi empathique que froide parfois. Donc là, c'est plutôt des adjectifs qui vont s'opposer, mais qui peuvent bien me définir parce que j'arrive à prendre beaucoup de hauteur et j'arrive à faire la part des choses entre l'humain que je vais apprécier énormément
et la fonction, ou en tout cas la personne a une fonction. Et l'une des les décisions les plus difficiles, et il y a 2 jours encore, j'ai dû prendre une telle décision, c'est de devoir se séparer d'une personne dans son équipe ou dans une équipe dont on a la responsabilité. Et pour autant, on apprécie beaucoup l'humain, en tout cas qui se cache ou qui s'est dévoilé pendant cette expérience partagée. Mais pour autant, la personne ne répond pas au poste, ou on sent qu'elle ne se réalisera pas à son poste et on doit s'en séparer. Et là, la personne, au début, elle va pas forcément bien comprendre ou bien le prendre. Donc, il faut accepter d'être détesté parfois pour être mieux apprécié ensuite. Mais ça prendra du temps. Et c'est la même chose avec les étudiants. Oui, c'est un sujet qui, je pense, est complexe, très complexe. Et j'aime beaucoup ta franchise sur cet aspect-là, parce que souvent on vient enrober ce type de décision dans des justifications, dans différents argumentaires qui, en fait, des fois c'est juste nécessaire, et puis voilà, c'est comme ça, et on espère on peut que le souhaiter que ça soit pour le meilleur pour la personne après. Donc après, à nous d'accompagner aussi, oui. et de bien exprimer les choses, et d'essayer d'avoir un maximum d'éléments factuels en fait pour accompagner la personne vers le départ, là en l'occurrence, mais c'est comme ne pas valider une année pour un étudiant ou une étudiante, c'est compliqué. Et ne pas certifier ou diplômer de la même sorte. C'est des choix parfois, parce que certains dossiers passent en commission et on sait que entre un oui et un non, le oui va ouvrir de très très belles portes, et le non va ralentir en fait le chemin, en tout cas le parcours, mais c'est souvent pour mieux rebondir. Mais il est hors de question en fait de dire non à quelqu'un, ou de se séparer de quelqu'un sans être dans l'accompagnement et dans la discussion, et de rester disponible par la suite, même si souvent il y a un rejet de la personne dans un premier temps, donc il faut savoir l'accepter. Mais la façon dont on le fera, la personne reviendra vers nous si elle en a besoin. Et moi, j'ai beaucoup de relations aujourd'hui qui sont des relations solides, avec beaucoup de reconnaissance et d'amitié même. On peut aller jusque-là. Et les meilleures sont celles qui ont le plus mal commencé. Ah oui, c'est marrant. Comme quoi. Comme quoi. Mais quand on est honnête, moi, c'est ce qui me vaut aussi, ce qui me joue parfois des mauvais tours. Ma franchise peut parfois déplaire, et notamment à nos supérieurs aussi. C'est pas que dans du descendant, mais d'un point de vue ascendant. Mais je ne peux pas, en fait, si je ne suis pas alignée, je ne peux pas mettre en œuvre, je ne pourrais pas aller contre mes valeurs. Donc, j'exprime. Et après, c'est tout l'art du management. On peut ne pas être tout le temps en phase, mais on peut mettre en œuvre d'une autre manière, ou en tout cas protéger ses équipes et partager avec ses équipes et les amener au même objectif, mais peut-être d'une autre manière que celle qui nous a été donnée, nous, en directive. Et ça m'amène et je reviendrai sur ta détermination, mais je vais d'abord en venir, c'est pour moi l'école, une école, c'est alors que ça dépend d'un grand ou pas, c'est une équipe avec de l'administratif, des profs, des élèves, donc vraiment pour généraliser un tripartite, et je vais intégrer les profs et les professionnels qui interviennent dans la même chose. C'est des objectifs différents, c'est des attentes différentes. Comment on prend une décision dans une école ? Alors, quand on a une équipe qui est fédérée autour du projet, c'est déjà beaucoup plus facile. Okay. Plus l'équipe est petite, plus c'est facile de prendre une décision, on va dire, collégiale et de manière collaborative. J'ai du mal avec la notion de management collaboratif, parce que quand on étudie bien toute situation où il faut prendre une décision, il y aura toujours une personne
qui prendra la décision au final. Et donc, ce qu'il faut, c'est que cette décision, elle soit soutenue pour que derrière, on ait des résultats. Parce que prendre une décision, c'est bien, mais si derrière, il ne se passe rien, c'est que la décision était pas bonne, ou en tout cas, qu'elle soit bonne ou pas, l'équipe doit la suivre. Voilà. Et donc, dans une école, il y a des choix à faire. Déjà, il y a le pool d'intervenants, de profs que l'on doit composer. Donc, pourquoi cette personne, pourquoi pas? Si une personne, encore une fois, ne convient pas, ou au fil des premières heures d'intervention, on s'aperçoit qu'on ne va pas pouvoir continuer, il faut prendre des décisions, mais ça impacte. Ça impacte en fait le déroulé pédagogique. On peut avoir des étudiants du jour au lendemain qui se retrouvent sans intervenant. Donc, que fait-on? Donc, après, c'est l'art d'avoir un plan B, un plan C, un plan D. Et je pense qu'on aura toujours le plan Z dans notre poche. Il faut être très réactif, en fait, pour que l'impact soit transparent pour nos étudiants. Ça, c'est la priorité. Puisque c'est la priorité quotidienne de l'ensemble de l'équipe. C'est l'expérience de nos étudiants au sein de l'école, mais au sein des entreprises qu'ils fréquentent aussi en tant que stagiaires. Donc là, il y a des décisions, dès lors que ça impacte ce corps d'apprenants, d'étudiants. Là, on ne prend vraiment pas les choses à la légère et on se concerte avec l'équipe. Après, sur des décisions qui vont être plus liées à des choix liés au budget, ou des choix de partenariat, ou de choix d'ouverture de formation, toutes ces choses-là, là, on va être plus sur des décisions où on va interroger son équipe, mais on sera plus seul. En tout cas, on pourra la prendre de manière plus individuelle, quoi. Parce que interroger toujours, c'est pas non plus un idéal de fonctionnement, parce que pour moi, c'est aussi montrer face à l'équipe qu'on peut être dans le doute, qu'on manque de confiance en soi, et donc à un moment donné, il faut affirmer ses choix. Mais il faut toujours, encore une fois, revenir au why, c'est pourquoi j'ai pris cette décision. Et dès lors qu'on l'explique, c'est toujours plus évident après pour les autres de nous suivre. C'est intéressant cette notion ce fait que tu énonces, qui est en même temps, je vais interroger. Alors, je vais plutôt parler pour la partie quand tu veux interroger des équipes, moins pour la partie intervenant ou mouvement dans l'école. C'est quand tu vas interroger des équipes, tu me dis d'un côté, c'est bien d'interroger, d'échanger en équipe, mais d'un côté, il y a cette notion de pas toujours, parce que sinon tu peux montrer que tu es indécis. Tu sais pas prendre de décision, mais tu as toujours besoin d'un avis. C'est vrai que c'est une notion que moi j'aborde très peu sur le podcast. Souvent on parle d'échanger avec les collaborateurs, et mettre en face cette perspective, cette perception qu'on peut avoir est intéressante. Toi, c'est déjà quelque chose que tu as vécu, alors soit en tant que directrice ou avec des directeurs que tu as, parce qu'on a tous eu des directeurs. C'est déjà une situation que tu as eue? Alors, dans le sens où je prends une décision... Ou que tu as constaté tu as eu ce retour, en fait. Est-ce que c'est une expérience que tu as déjà eue d'être face à des gens qui doivent décider, d'être toujours interrogé, Oui, et je le vis aujourd'hui. Ok. Donc voilà, après parmi nos supérieurs, moi j'ai besoin en fait que la personne ou les personnes qui sont au-dessus de moi et pour lesquelles je travaille, j'ai besoin de croire en ces personnes. J'ai besoin qu'elles m'apprennent aussi, qu'elles m'enrichissent. Okay. Et si on commence à m'appauvrir, là, je commence à avoir des doutes et sur cette collaboration. Enfin, la collaboration peut être un petit peu plus compliquée. Et ma crainte, c'est toujours de devoir prendre une décision sans avoir l'aval de mon supérieur ou ma supérieure. Mais parce qu'à un moment donné, cette personne ne s'est pas positionnée et que moi, je suis face en fait à la difficulté ou à ce moment où on doit la prendre, cette décision, et d'y aller sans avoir l'accord finalement. Et c'est toujours compliqué en effet quand on a des personnes au-dessus de nous qui vont prendre
qui vont prendre beaucoup, beaucoup de temps pour ce type de décision, alors qu'on a besoin d'un avis tranché, d'un arbitrage. Et peu importe, hein, parfois, si on est en phase ou pas, mais à l'instant T, il nous fallait quelqu'un qui prenne ses responsabilités. Et pour moi, une personne qui occupe une fonction de direction doit assumer ses responsabilités et que la décision, elle soit bonne ou mauvaise, on doit l'assumer jusqu'au bout. Et si à ce moment-là, elle était mauvaise, et on fait en sorte en fait de rattraper les manquements comme on le peut et éviter que ça se renouvelle. Mais finalement, il n'y a jamais de mauvaise décision puisqu'on apprend toujours d'une mauvaise décision et ça nous aidera à en prendre de meilleures par la suite. Et donc, n'aimant pas ça pour moi ou n'appréciant pas travailler de cette manière-là, je ne le ferai pas subir à mes équipes. Donc, si j'interroge mes équipes et qu'on est en phase, c'est super, go. Si je les interroge et que je vois qu'il y a des doutes ou que ça prend du temps, moi, je leur accorderai pas plus de temps. Je prendrai la décision et je l'assumerai pleinement. Mais dès lors qu'on a la confiance de son équipe, même s'ils avaient des doutes au départ sur cette décision, s'ils nous suivent, on va y aller ensemble. Voilà. Et je trouve que c'est important ce que tu dis, cette confiance accordée par les équipes à la personne qui est au-dessus d'elle, hiérarchiquement parlant, parce que je me suis retrouvé dans la même situation alors dans mon ancienne entreprise où ça m'arrivait d'être en désaccord avec les décisions de mon ancien employeur et de quand même aller face aux équipes que je manageais et de dire voilà, on va faire ça, on va le faire comme ça, bon, et leur expliquer le contexte. Et d'essayer de les amener, et ce que tu disais, de les amener à l'objectif. Même si l'accord n'était pas toujours global. Alors c'est pas forcément un désaccord profond dans le sens où pour moi c'est un no-go et on n'y va pas parce que c'est en dehors de ma valeur, de choses comme ça, mais suivre une décision qu'on n'est pas complètement d'accord est quand même, je trouve, un gage d'engagement et de confiance envers la personne qu'on suit. Enfin, qui nous manage. Donc c'est aussi important et quand il commence à y avoir un break dans ce moment, c'est-à-dire quand on commence à se dire ah mais moi je ne fais pas et je ne veux pas le faire, c'est là où on commence à avoir un danger entre un dirigeant ou un manager et ses subalternes. Oui, puis faut surtout pas transpirer, j'ai envie de dire, ce désaccord entre la hiérarchie, nous en tant que manager intermédiaire et les équipes. D'où la difficulté d'être à ces postes-là, et c'est ce que je disais précédemment, c'est le jour où je ne suis plus total alignée, je me retire. Je me retire et j'irai ailleurs où j'évoluerai sur d'autres projets parce que je ne pourrai pas emmener mon équipe à un endroit, vers un objectif qui n'est pas en phase avec mes valeurs. Alors après, par contre, je ne mettrai pas de veto si c'est pour leur bien-être, si c'est pour leur confort et que eux-mêmes croient en cet objectif auquel moi je ne crois pas parce que ça peut arriver. Alors j'ai jamais été confrontée à cela jusqu'à présent mais ça pourrait arriver. Dans ces cas-là, je ne mettrai pas de veto et à moi de me retirer en effet et de laisser la place à une autre personne qui pourra les accompagner vers cet objectif. Mais je te l'accorde que c'est très très compliqué quand on commence à sentir un écart avec le haut et qui va vers le bas et souvent cet écart il est dû à un manque de présence des personnes au-dessus de nous sur le terrain, manque de proximité aussi avec les équipes et lorsqu'on a uniquement des clés de lecture de l'activité au travers de chiffres, de reporting, mais qu'on n'est pas à la rencontre des équipes ou là en l'occurrence sur une école, mais dans toute autre entreprise, des clients aussi, proximité directe, parfois il peut y avoir un gap. Une analyse de situation très froide à travers des chiffres ou des reporting comme tu dis, on n'a pas le contexte et moi c'est souvent ce que j'essaie de comprendre quand je parle avec des clients.
c'est de comprendre le contexte derrière leurs décisions, parce que c'est important de comprendre pourquoi ils ont été amenés à, ou pourquoi ils veulent prendre ces décisions. Et même si des fois ça ne change rien, le contexte ne change rien à la décision, mais de comprendre comment ils y sont arrivés, je trouve que c'est très très important. Et d'ailleurs, dans le domaine de la prise de décision, le contexte est un élément très très important, donc à étudier. J'en reviens à une situation, à toi, ta fonction en tant que directrice. Tu nous disais que tu dépendais d'un groupe, donc un certain nombre d'écoles, et quand je dis un certain nombre, c'est plusieurs, un certain nombre d'écoles au travers la France. Ils sont internationaux ? Et du service, alors aujourd'hui, oui, on a une activité à l'international, mais c'est avec des partenaires. Okay. Donc les écoles ne nous appartiennent pas en dehors du territoire français. Aujourd'hui, toi, tu diriges l'ISCOM qui est à Rennes et un certain nombre d'autres marques, je vais dire ça comme ça, et écoles. Quelle indépendance tu as par rapport à un groupe un tel groupe en termes de prise de décision, parce que tu nous disais que voilà, tu aimais bien être aligné avec ton supérieur hiérarchique, mais je suppose que pour changer une plante dans un bureau, je parle d'une plante parce qu'il y en a une plante derrière toi, tu vas pas référer à eux. Mais pour comprendre un peu la dynamique qu'on a dans une telle école, bien sûr, même si ça doit changer en fonction de chaque école, c'est quoi à peu près tes libertés, à quel moment tu dois remonter, des choses comme ça? Alors, ça dépend, hein, mais si on prend sur plusieurs domaines, si on parle notamment du recrutement des étudiants. Donc, on a un process, en fait, que l'on respecte et, entre toutes les écoles ISCOM, puisque tous les étudiants devront passer passer le même concours, les mêmes épreuves pour intégrer nos écoles. Donc, là, on a une liberté de dire oui ou non, en fait, à des candidats qui se présentent dès lors qu'ils ont suivi tout le process. Et lors de la commission jury, c'est moi qui aurai le dernier oui ou non. Donc, avec toujours le soutien du national en subliminal. Voilà. Okay. Puisque les critères, on a des critères communs, et dès lors que les critères communs sont couverts et que l'ensemble des épreuves ont été réalisées, le oui ou le non, en fait, c'est la direction d'école qui en a le pouvoir. Après, donc là, ce sont pour les étudiants. Les étudiants aussi, à ce niveau-là, il y a la sanction. Donc, c'est moi aussi qui ai en fait le pouvoir de mettre une sanction disciplinaire ou pas à un étudiant, et ça va jusqu'à un conseil de discipline et une exclusion, donc ce qui n'est pas anodin. Et j'aurai aussi, alors, pas tout à fait le dernier mot, puisque on donnera un avis favorable ou défavorable sur un dossier étudiant face à la certification ou à la diplomation. Tout ça dépend à quel niveau de formation il est à ce moment-là. Donc là, il peut y avoir un appel de l'étudiant ou des parents, ou peu importe, responsable financier. Et là, c'est au niveau national que le dernier avis sera donné. Donc là, c'est dans le cas d'un avis défavorable s'il y avait un appel. Après, au niveau des équipes, j'ai la liberté de constituer mon équipe. Donc après, évidemment, il y a un budget que je présente chaque année. Donc à la période du mois de juin, on est en pleine période du budget pour l'année suivante. Donc dans le budget, il y a du face-à-face pédagogique, donc les cours, tous les projets, toute l'expérience qu'on va proposer, évidemment. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, presque le plus simple à faire. Et après, il y a le recrutement de l'équipe. En tout cas, si on doit renforcer l'équipe, quels membres je vais intégrer, sachant que ça prend beaucoup de temps d'intégrer de nouveaux membres à une équipe. Donc là, c'est moi qui vais soumettre le budget, mes besoins en ressources, donc humaines, matérielles, techniques, tout. Et dès lors que j'ai le go pour ce budget, après, j'ai la totale autonomie pour en faire, on va dire, ce que je veux jusqu'au moment des résultats, évidemment, ou le retour sur investissement
Espérons qu'il soit positif pour conserver la confiance de mes supérieurs et qu'on puisse être dans la continuité sur les années suivantes, quoi. Oui, parce que alors une chose qu'on n'a pas précisée, mais je pense qui est évidente vis-à-vis de ce qu'on a dit, c'est que vous êtes une école privée, non publique, donc vous dépendez, enfin forcément qui dit école privée dit entreprise. Voilà, Complètement. Voilà. Vous n'êtes pas une association, vous n'êtes pas une administration, donc forcément dit résultat derrière, notamment financier. Évidemment. Forcément. Ok, mais c'est vachement intéressant parce que ça tu vois, moi c'est un domaine sur lequel je me suis toujours posé comme question de me dire, alors que ce soit une école ou on pourrait prendre je vais perdre le terme, c'est pas une succursale, c'est une franchise. Tu vois, c'est un peu la même idée, même s'il n'y a pas toujours tout à fait la même structure juridique derrière, de savoir quelle indépendance un franchisé ou un une directrice d'établissement avait. Donc moi je trouve ça très intéressant. Et je vais revenir un peu en arrière dans le sens où à un moment quand on échangeait au tout début, là tu me disais que tu aimais bien convaincre et c'était j'ai plus le terme que tu as utilisé, mais quand il fallait aller chercher une décision que tu aimais convaincre tu y allais avec tous les arguments. Je vais te demander comment tu fais ça, parce que c'est... Alors, j'ai beaucoup de collègues qui me demandent. Est-ce que tu as une méthode? Voilà, parce qu'après, il y a des formes de jalousie parfois qui peuvent, parce que j'ai réussi en effet parfois à obtenir des choses très sympas pour mes étudiants ou mes équipes et d'autres collègues en fait sur d'autres écoles ont eu eux plus de difficultés, mais en fait ce qu'il faut c'est avant toute chose, mettre l'apport que va apporter en fait ce besoin, cette demande au final. Donc là, en l'occurrence, si c'est pour nos étudiants, aujourd'hui aussi, on a besoin d'apporter une valeur ajoutée sur un marché qui est hyper concurrentiel. Donc ça va être un gain à la fois pour notre école en termes de rayonnement, de développement possible au travers de cette initiative ou de ce nouveau projet. Et c'est surtout qu'on va avoir des étudiants, et ça c'est ma priorité, qui vont ressortir avec une expérience, l'effet waouh, oui, il faut qu'on aille le chercher. Alors, c'est jamais évident parce qu'il faut pas oublier que on est sur une offre de service. Donc, matérialiser le service, c'est compliqué. Voilà, c'est un grand sujet qui m'anime beaucoup d'ailleurs. Mais comment on le matérialise? On le matérialise par un événement, par une expérience que l'on va proposer, par des rencontres. Et sans tout ça, y a rien qui se passe. Donc, comment j'y arrive? Eh bien, déjà, je fais état de la situation. Souvent, je pars du postulat de départ, donc cette situation de départ, et là où je veux aller grâce à ce projet, ou parfois même le recrutement d'un intervenant qui va me coûter 10 fois plus cher que quelqu'un d'autre, mais sa pertinence, son expertise vont justifier le pourquoi ce choix et qu'est-ce qu'il va apporter en fait à mes jeunes et qu'est-ce que ça va apporter à mon école ensuite. Donc après, quand on a affaire à un public face à soi ou une direction face à soi qui n'est pas de cet univers, où c'est là où ça va être le plus compliqué, donc il faut apprendre à adapter aussi ces éléments de langage et à emmener la personne. Et en fait, ce qu'il faut, c'est emmener la personne dans son expérience. Et au travers, en fait, de la présentation, donc c'est des visuels, c'est du contenu audio, si c'est pour une conférence. Enfin, voilà. L'idée, c'est d'apporter de la matière. Et souvent, la matière, en fait, je l'apporte quelques jours en amont de l'échange pour que cette personne puisse, en tout cas si j'ose espérer, prennent le temps en fait de prendre connaissance du contenu pour au moment où on se voit, qu'on ne soit pas sur une pleine découverte et qu'il y ait un petit cheminement qui se soit fait pour aller vers la bonne décision, en tout cas celle que je pense être la bonne, c'est-à-dire obtenir un oui. Mais
tu parlais de contextualisation. Je pense que c'est primordial. On ne peut pas demander quelque chose sans contextualiser et maîtriser son sujet. Si on maîtrise bien son sujet, si on est aussi dans la maîtrise de son activité et du résultat en fait, que l'on va obtenir au travers de ce choix, les gens nous font confiance. Pourquoi je te pose cette question, c'est parce que sur le podcast, souvent, et d'ailleurs je vais te poser la question juste après, mais je pose la question de savoir comment toi tu prends une décision. Et souvent, on parle de la réflexion interne. Alors là, on se trouve dans l'autre configuration qui est comment tu vas convaincre quelqu'un de prendre la décision que tu le souhaites. Et là, moi je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, les éléments que tu apportes, c'est comment convaincre, en fait. Donc, ok, on sait tout ce que ça veut dire, mais des fois, on ne sait souvent pas le faire. Moi, le premier. Et ces petits trucs de dire, voilà, il faut connaître son sujet, il faut être convaincu de son sujet, il faut amener des éléments pour contextualiser, mais pas les amener juste lors, par exemple, en réunion et les sortir les uns après les autres, parce que la personne, ça se trouve, elle a son idée déjà faite, mais l'amener en amont pour que la personne, elle puisse s'acclimater déjà à ce que tu vas lui proposer, à se dire, à la faire, entre guillemets, douter, à lui faire faire cette réflexion de, c'est quand même pas bête ce qu'elle me propose, ou ce qu'il me propose, bien sûr. Je trouve ça très intéressant pour savoir, et j'avais fait un bon podcast sur la manipulation, avec le sujet, avec Olivier qu'on connaît tous les deux, et c'est de dire, même si la notion de manipulation n'est ici pas souhaitée, enfin même pas négative, c'est de dire comment je l'amène à prendre cette décision. Et je trouve ça très intéressant. Je pense que c'est un peu la technique de l'ancrage et de la répétition. Donc, moi, je sais que, et je pense que mon directeur, s'il écoute ce podcast d'une époque, d'une autre époque, se reconnaîtra. Mais quand on a face à soi une personne qui dit facilement non, il faut surtout pas s'arrêter à cela. En fait, parce que justement la personne, je pense que c'est un ennui de dire non tout le temps. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi l'amener à prendre des risques. Et c'est oser emmener aussi, parce que parfois on attend un oui, mais on ne sait pas trop, on prend des risques, donc la décision, c'est oser prendre un risque de toute façon. Et moi, j'avais toujours pour habitude, et je le pratique encore avec des personnes qui ont peut-être un peu plus de mal ou ont besoin d'un peu plus de temps, c'est d'aborder le sujet, mais de manière progressive, et de ne pas tout amener au même moment, parce que ça fait trop d'informations, et le trop d'informations peut faire peur, et finalement, non, ça fait trop, tu n'y arriveras pas, c'est trop ambitieux, et donc il faut accepter le cheminement, donc ça prend du temps. Mais on va commencer par un premier échange. Tiens, j'ai eu cette idée, donc ça pourrait convenir à tel niveau de formation, ou pour l'école, en fait, j'aimerais bien faire venir telle personne ou autre, mais ça me coûte un petit billet, donc je vais avoir besoin d'un budget complémentaire. Ça peut être un sujet. Et puis la première réponse, ça va être non, le budget, tu sais bien, c'est au mois d'octobre, c'est validé, verrouillé, il n'y a plus. Et sauf que vous avez toujours un petit tour dans votre sac, et puis la petite enveloppe, vous l'aviez déjà prévue, parce que vous ne saviez pas que forcément à ce moment-là que vous alliez souhaiter mettre en place un projet ou faire venir une personne, mais vous saviez qu'il allait se passer quelque chose dans l'année et on allait avoir besoin de cela. Donc déjà, premier argument, c'est toujours le budget. Il n'y a pas de budget. Comme en communication, il n'y a jamais de budget. Donc, on a anticipé là-dessus. Et là, d'un seul coup, on sort, en fait, le budget. Parce que finalement, si je l'avais prévu à tel endroit, souvenez-vous. Donc, déjà, le budget, une fois que le budget est validé, déjà, c'est plus confortable. Et puis, après, on présente, on fait participer la personne. Ça, c'est hyper important. Quand on arrive à obtenir un go d'une personne qui n'avait pas du tout confiance en le projet ou en l'idée, le faire participer, vous gagnez beaucoup de points, et après vous gagnez la confiance de la personne. Et en l'occurrence, j'ai déjà eu l'occasion de le faire pour un projet
Je pense que encore la veille, on n'y croyait pas du tout et qui a été une très très belle réussite pour un groupe d'étudiants. Ils ont gagné un concours, un prix. Et donc là, il n'y a pas plus belle récompense à la fois pour une équipe mais aussi pour une école. Et lorsque vous faites participer vos dirigeants à cette victoire et à l'expérience vécue par tous ces jeunes, voilà, vous gagnez beaucoup de points, quoi. Donc, ne pas hésiter aussi à faire participer les personnes que vous emmenez dans votre décision. Je voudrais revenir sur ça parce qu'en fait, là, tu viens de me, je pense, livrer un peu une méthode de comment amener des gens à prendre une décision. Ce qui est vachement intéressant, c'est quelque chose que, tu vois, j'avais jamais encore parcouru un peu dans ce podcast. Donc, et je redis, et tu me corriges bien sûr si je ne dis pas les bonnes choses, c'est entre guillemets amener le sujet petit à petit, donc c'est habituer la personne, parce que quand on lui livre une information du premier ordre et qu'on lui donne trop d'informations, comme tu disais, le cerveau humain... Le trop, en fait, fait peur. Va rejeter. Et la peur, la fuite. Voilà, on va rejeter, on va dire non, et puis on va même pas écouter, on va rester sur les premières impressions. Donc amener le sujet petit à petit et surtout habituer la personne en face au sujet. Après, c'est anticiper les noms, en fait. C'est-à-dire que toi, tu m'as dit directement, je sais que le premier nom va être sur le budget. Ok, mais non, je sais que, sachant que ça va être un nom, je sais que... Voilà. Et en fait, tu vas démonter en amont, tu vas te préparer pour démonter les objections. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc ça, c'est très important. Donc ça veut dire que tu anticipes avant d'aller. Et après, et un point que moi, je n'avais pas anticipé, que tu vois, sur lequel je ne m'attendais pas, parce que les deux autres, je les connaissais plus ou moins, c'est faire participer la personne à la décision, ou du moins à l'activité qui amène la décision, à ce qui est décidé. Et ça, tu vois, je trouve que c'est assez malin, parce que comme tu le dis, du coup, la personne voit, et si ça se passe bien, parce qu'il y a toujours la possibilité où ça se passe mal, si ça se passe bien, en fait, elle va être convaincue, et la prochaine fois, ce sera encore plus facile. Enfin, ça sera plus facile, pas loin encore. Et le plus important, donc si la personne ne peut pas participer le jour J, s'il s'agit d'un événement, c'est toujours en faire un feedback. Ouais. Parce qu'on a tendance à aller vers notre supérieur pour leur demander quelque chose, et quand on a un oui, on repart avec le oui, et ça s'arrête là. Et en fait, la plus grosse erreur que l'on peut faire, c'est d'oublier de leur faire un feedback, ne serait-ce qu'un mail, avec des éléments positifs, parfois négatifs aussi. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Lorsque c'est un premier projet, un premier événement, il y a forcément des axes d'amélioration. Et là, la personne va apprécier, parce que d'une manière ou d'une autre, vous l'intégrez dans le projet. Et vous savez qu'il y a un feedback qui a été fait. Et on ne s'est pas juste arrêté à un oui ou à un non. Oui. Voilà. Et puis l'humain aime bien avoir une réponse à ses questions, la plupart du temps. Et le fait qu'il ait dit oui, un oui, tout est eu un oui, va sûrement provoquer aussi une question de est-ce que j'ai bien fait ? Alors ça, c'est des choses qu'on n'entend pas, mais est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai bien dit pourquoi ? Est-ce que j'ai bien fait de dire oui ? Des choses comme ça. Et en fait, en apportant un feedback, et c'est vrai ce que tu dis, je trouve ça très très important, c'est que en fait, tu apportes une réponse, alors positive ou négative, mais là, il va y avoir un aimant soit de réassurance de dire bon, ok, j'ai bien fait, ou alors bon, ok, j'ai mal fait, peut-être la prochaine fois, j'envisagerai les choses différemment, ou pas. Voilà, je dirais non, ou oui. Voilà. Donc, effectivement, c'est très intéressant, et effectivement, j'aime beaucoup la méthode. Après, voilà, ça, je peux pas dire en tout cas que ça peut fonctionner avec tout le monde, mais j'ai quand même eu face à moi des personnes très directives dans leur choix et dans leur méthode de management, et qui ont failli par rapport à cette méthode, quoi. Mais je pense que je la pratiquais déjà enfant, cette méthode. Donc voilà, mais si ça peut aider quelques personnes qui ne savent pas toujours comment s'y prendre, voilà, ne pas hésiter à travailler cette méthode de l'ancrage. Et en effet, c'est une forme de manipulation, on peut le dire, et il y a pas... Enfin, moi, j'ai pas de problématique avec ça, dès lors que cette manipulation, elle est saine
emmène et qu'on nous emmène sur c'est toujours le sujet. À une situation sans quiproquo et sans mettre mal à l'aise une personne. Mais je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est une approche assez simple. Et vraiment ne pas oublier au-delà de remercier, d'abonder en fait ces remerciements après coup en mettant des éléments positifs ou négatifs, mais un vrai feedback. Ok. Je vais en venir sur les dernières questions. Alors, je vais pas te poser la question de savoir comment tu prends une décision, parce que tu nous l'as déjà un peu expliqué, notamment vis-à-vis de tes équipes. Par contre, une question que je voulais te poser quand même, c'est est-ce que tu te fais accompagner sur la prise de décision ? Au travers peut-être de lecture, oui. Coaching, non. En fait, j'ai toujours été assez seule face à ces décisions. Après, je pense que mon caractère m'aide aussi. Enfin, j'ai pas de problématique avec cette... lorsque je suis face à ce type de situation, en fait, je panique pas. J'ai encore une collègue tout à l'heure qui me disait « Mais comment tu arrives à prendre autant de recul ?» Je pense que j'ai appris à me protéger aussi, mais on a des incidents de vie qui nous amènent à nous apprennent aussi à nous protéger et à prendre de la hauteur. Donc, c'est toujours faire attention à ne pas mettre trop d'affect en fait, dans ces décisions pour se protéger soi-même et protéger aussi les équipes qu'on emmène avec nous si on emmène une équipe. Donc, voilà, prendre une décision, il faut qu'elle soit prise assez rapidement. Plus on prend du temps en fait, à prendre cette décision, moins on est sûr de soi. En tout cas, moi, j'essaie d'être assez... pas spontanée, voilà, mais assez rapide. Voilà, je ne m'accorde pas trop de délai pour la prendre. Et parfois, elle doit être immédiate pour autant parce que voilà, il y a des situations d'urgence. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Ok. Et la dernière question, même si tu l'as déjà pas mal fait à travers de ces presque déjà plus de 50 minutes de podcast, si tu devais donner un conseil à l'audience, à mon audience, voilà, qui s'intéresse à la prise de décision, quel serait-il ? Faire confiance à son instinct. Ok. En tout cas, moi, c'est mon instinct qui me conduit au quotidien. Je vais faire, en termes de ressenti aussi, beaucoup d'observations. En fait, moi, j'ai cette capacité à observer et à voir beaucoup de choses. Et j'aime aussi étudier le comportement non-verbal des individus, des personnes et ça peut, lorsque j'ai une décision à prendre au sujet d'une personne ou d'un collaborateur, d'une collaboratrice, je fais beaucoup appel à ça, sur ce comportement, la posture. Mais notre instinct, en fait, nous guide toujours, puisque l'instinct est construit des expériences et il nous trompe quand même rarement. Enfin, voilà. Ça arrive, mais c'est pas non plus le... Mais voilà, s'il est construit de bonnes et mauvaises expériences, et comme je le disais précédemment, on apprend de tout. Et donc, c'est ce qui construit, en fait, notre instinct et notre capacité, justement, à mettre dans une balance les plus et les moins. Et puis, c'est surtout ça, et ça, je le dis souvent à des étudiants, parce que les étudiants, quand ils sont face à un choix d'orientation, premier emploi, bien souvent, ils franchissent la porte du bureau, et qu'est-ce que je fais ? Eh bien, la réponse, c'est écoute, c'est simple, tu prends une feuille et tu te prends 2 jours, tu l'affiches là où tu as envie, mais il y a une colonne de plus et il y a une colonne de moins, et tu l'alimentes en fait maximum sous 48 heures, et dans 48 heures, tu seras capable de prendre ta décision, même si
En fait, tu as un petit ange qui te dit bah non, tu peux pas prendre cette décision, mais fais confiance au petit diable parfois. Il t'enverra vers de beaux projets. Et j'ai le souvenir d'un étudiant qui était complètement paumé et que j'ai revu il y a quelques mois. Et ça fait maintenant 4 ans qu'il a quitté l'école. Et il est toujours dans l'entreprise pour laquelle il a pris la décision il a choisi d'intégrer cette entreprise au profit, ou finalement au désaveu d'une autre qui lui faisait entièrement confiance et dans laquelle il se sentait très bien, mais qui n'allait pas lui apporter beaucoup de progression en tout cas et de belles opportunités professionnelles. Donc ça a été compliqué, mais aujourd'hui il regrette rien. Et il y avait en effet plus que de moins. Mais souvent, cette feuille, moi de mon expérience, alors déjà cette méthode de la feuille de plus moins, des colonnes, c'est souvent sous-estimé, je trouve. Et moi, les expériences que j'en ai eues quand j'en ai fait, j'en ai pas fait souvent, mais j'en ai fait quelques fois, c'est qu'en fait, on se rend compte que la décision est quasiment déjà prise alors avant qu'on finisse la feuille, en fait. Complètement. Mais ça nous fait du bien, ouais, en fait. Et ça nous aide à nous décider. Et c'est aussi l'essentiel. C'est ça. Et puis interroger quand même les personnes qui nous entourent et en quelles on a confiance, quoi. Ouais. Mais toujours faire attention aussi aux personnes qu'on interroge parce que il peut y avoir aussi des réponses biaisées par jalousie ou par vanité parfois. Et merci beaucoup Magali. Merci à toi François, c'était un vrai plaisir. Et partagez et puis merci pour tous ces conseils et pour cette ouverture sur le monde de l'éducation notamment et de l'ISCOM. Donc merci beaucoup et puis je te dis à très vite. À très vite, merci Salut. beaucoup. Bon, nous voilà pour le débrief. Vous connaissez le format, je reviens sur l'interview et ce qui moi m'a marqué. Ici, avec Magali, la discussion a été, je trouve, particulièrement intéressante. Bien sûr, l'ensemble de la discussion est intéressante, cela va sans dire. Mais bon, si je dois retenir quelques petits éléments de notre conversation, c'est en fait la partie prise de décision avec une équipe, mais seule. Effectivement, comme vous avez pu l'entendre, et dans une école comme celle que fait grandir Magali, on remarque que la prise de décision est particulièrement complexe parce que il faut faire adhérer les équipes à un projet, donc les consulter, mais la décision en revient à elle, et à elle seule, parce que c'est la directrice, c'est la responsable, et c'est un aspect qu'on aborde peu dans le podcast. C'est vrai que je parle de méthodologie de décision, de comment décider, d'avoir les meilleures décisions possibles, mais oui, mais comment et quels sont les impacts? Car, et Magali l'explique très bien ici, c'est la personne qui prend la décision qui est responsable, in fine. Donc il y a une grande importance de s'entourer d'une équipe, de travailler avec une équipe sur une prise de décision, d'avoir toutes les informations, mais in fine, sauf sur quelques éléments qui ne relèvent plus de sa compétence et qui sont à l'étage du groupe, il y a une responsabilité derrière. Tout ça avec devoir rendre des comptes au-dessus, mais rendre des comptes en dessous. Alors c'est pas vraiment rendre des comptes, mais c'est amener les gens à suivre cette idée. Et des fois, c'est une idée ou une décision qui n'est pas populaire, mais il faut quand même amener parce que, et là c'est le cas dans cette école, il y a encore des gens en dessous qui dépendent, dont l'avenir dépend de ces décisions. Donc vraiment important. Ça c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai beaucoup apprécié, que je retiens aussi, c'est la partie un peu comment venir implémenter cette idée ou cette décision, la volonté d'implémenter une décision quand on parle à un manager ou à quelqu'un qui lui doit prendre la décision. Donc et Magali nous explique très bien comment amener cette décision de manière plus ou moins subtile, mais au fur et à mesure, pour faire l'idée, suggérer, amener la personne à penser. Alors bien sûr, ça ne marche pas toujours.
mais j'aime beaucoup cette méthodologie et ça montre aussi parce que, oui, je parle de prise de décision, mais des fois la décision ne nous revient pas. Et comment on amène quelqu'un à prendre une décision, voilà. Ça me renvoie d'ailleurs sur le podcast que j'avais fait avec Olivier Rouxel sur la manipulation. Ça s'en approche fortement, et d'ailleurs si vous n'avez pas écouté ce podcast, je vous invite vraiment à le consulter parce que c'est très intéressant. On revient beaucoup sur cette notion de comment amener les gens à faire des choses, pas forcément contre leur gré, mais à faire évoluer les gens, et ça c'est très très intéressant. La manipulation est un domaine que moi j'aime beaucoup étudier parce que très lié au sujet que j'apprécie, qui est la prise de décision. Voilà. Donc voilà un peu ce que je retiens de cet échange avec Magali, que je remercie encore une fois pour son accueil et ses échanges. Allez, j'espère que vous avez apprécié le podcast en tout cas, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.